Ce que vous regardez actuellement, c'est une photo. Elle est très jolie, il y a un beau ciel bleu, une belle dynamique de mouvement, on aperçoit un beau bateau rouillé sur le côté, et un gars ici, je sais pas qui c'est, mais bref, c'est pas le sujet. Parce que cette photo, on pourrait également dire que c'est une image matricielle, au format .HEIC, avec une résolution de 3024 par 4032, et pesant un poids de pas moins de 1,4 mégaoctets. Vous pouvez donc voir qu'au final, une simple photo de vacances peut en réalité en cacher beaucoup plus que ce que vous pensez dès lors que l'on s'aventure dans les métadonnées de celle-ci. Mais il y a un point commun que cette image possède avec toutes les autres de votre galerie et celles de votre entourage, et avec un bon nombre d'images qu'on peut trouver sur internet en général, et ce point commun, il est technique à expliquer. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous êtes chaud car on s'attaque à un sujet très complexe, très large et très abstrait. Messieurs, mesdames, bons camarades, le bitmap. L'image numérique, on pourrait plus ou moins dire que c'est apparu pour la première fois en 1975 quand Steven Sasson met au point le tout premier appareil numérique de l'histoire. Une invention qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'invention et l'apparition des capteurs CCD en 1969. Avant ça, pour regarder ces photos, on faisait sur péloche à l'ancienne ou alors sur des plaques en étain ou en verre pour remonter encore plus. Bref, les soirées diapos, c'était pas la même. Et quelques dizaines d'années plus tard, l'appareil et même les caméras numériques sont à la portée de tous. Tout le monde peut prendre tout ce qu'il veut en photo. Je pourrais parler pendant des heures de tout le processus créatif autour de cette technologie extrêmement importante de nos jours, mais la photographie, les objectifs et même la prise de vue, ça ne concerne pas réellement le thème de cette vidéo, puisque nous, on est là pour parler de format numérique. Entre la pellicule et l'écran, il s'en est passé des choses. Et la première problématique par rapport à ça a été comment transformer la lumière et l'image en signal numérique. Dans les années 70, Texas Instruments est la première entreprise à breveter le type d'image matricielle, donc bitmap en anglais. Un procédé de captation de l'image à base de 1 et de 0. Et les 10 années qui suivent, tout le monde s'est un peu penché sur le procédé. Notamment par exemple pendant les années 80, quand Microsoft et IBM ont cherché à créer un format d'image lisible par l'ensemble des éditeurs d'images et programmes de visualisation, un format d'image simple qui serait bien plus pratique à utiliser pour programmer. Et en 1990, sous Windows 3.0, le format Windows BMP apparaît. Et tout ça, c'était 2 ans avant l'invention du fameux JPEG qu'on connaît tous. Et c'est là qu'en réalité, ça devient un peu le bordel explicatif. Parce que de ce que j'ai compris, le terme bitmap désigne d'une part un format, le fameux principe d'image matricielle, mais également un format de fichier connu sous le nom de .bmp. Le fichier bitmap, c'est tout simplement un format d'export comme il en existe plein, comme par exemple le JPEG, le PNG, le TIFF, etc. Cependant, ce qu'on appelle une image bitmap, ou image matricielle, ou carte de points, c'est tout simplement une image constituée d'une matrice de points colorés, c'est-à-dire une image constituée d'un tableau, d'une grille où chaque case possède une couleur qui lui est propre et est considérée comme un point. Et aujourd'hui, les logiciels de traitement d'images bitmap, vous les connaissez, puisqu'il s'agit de Photoshop, Lightroom, Affinity, Procreate, GIMP, Krita, TV Paint et j'en passe. Dans le domaine numérique, ce terme est utilisé pour décrire les images composées de pixels. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce que sont ces petites lumières RGB, puisque j'y reviendrai beaucoup plus dessus dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je préfère le préciser, nous là on parle du format avant tout. Un fichier .bmp est forcément en bitmap, mais tous les formats bitmap ne sont pas forcément en .bmp. Pitié, dites-moi que vous arrivez à suivre, je sais c'est dur mais ça va être plus simple très bientôt, je vous jure. Le format bitmap, comme dit auparavant, est à l'heure actuelle utilisé par la quasi-totalité des gens qui prennent des photos, font du dessin numérique ou juste globalement du traitement d'images. Et c'est un format qui est souvent comparé quand on parle d'images 2D comme étant l'inverse du format vectoriel. Un format composé de vecteurs, donc sans pixels, et qui est très pratique pour l'impression par exemple, étant donné que comme une image vectorielle ne dispose pas de pixels, cela veut dire qu'elle ne détient pas de principe de résolution, l'image peut alors être zoomée à l'infini sans qu'on voit de baisse de définition. Les logiciels de traitement d'images vectorielles les plus connus étant Illustrator, qu'on ne présente plus, avec des formats de fichiers d'export comme le .ai, le .svg ou même le .pdf qui supportent cette technologie. Les fichiers dans ce format pèsent assez lourd, mais ils sont beaucoup plus facilement modifiables que le reste. Et là, à l'heure actuelle, on peut se demander comment je vais réussir à tenir une vidéo de plus de 10 minutes avec comme sujet un truc aussi con qu'un pixel, et à ça je répondrai TKT, j'ai énormément d'infos et d'anecdotes dans ma besace comme à chaque fois, donc chill. Le bitmap, c'est par exemple le format d'image qui a été utilisé pour contacter une forme de vie extraterrestre en 1974. Contact qui était ceci, une image nommée le message d'Arecibo, Arecibo étant un radiotélescope gigantesque situé à Porto Rico, et qui était composé de 73 lignes et 22 colonnes, envoyées via un message radio à destination de l'amas globulaire M13, et c'était seulement 2 ans après l'envoi de la plaque de Pioneer qu'on connaît bien. Alors après cette image que je vous ai montrée, elle a été colorisée par la suite, parce qu'à l'origine, l'image c'était juste ça. Donc voilà, bon courage aux aliens pour comprendre que ça c'est une représentation des nombres en format binaire, ça c'est les éléments constituant l'ADN, et juste en dessous une représentation de l'ADN, ici l'humain, en dessous les planètes, et encore en dessous le radiotélescope d'Arecibo. Bref, on aura beau me dire qu'il y a 16 manières de décoder le bordel, perso moi j'aurais pas réussi, sans doute car je suis trop bête.
Voilà, c'est une anecdote qui n'a pas trop de rapport avec le reste, mais je trouvais ça super cool à raconter, donc cadeau. Et c'est d'ailleurs sans doute la seule anecdote rigolote que je vous donnerai, parce que le bitmap c'est super beau et super intéressant, mais c'est aussi affreusement scientifique, hein, je vous dis pas le nombre de paragraphes incompréhensibles sur le sujet que je vous épargne. Donc à la manière de l'épisode 1, moi je vais surtout vous parler de l'effet bitmap, parce que oui c'est une vraie chose, et c'est surtout ce qui moi m'intéresse. À premier abord, on pourrait se dire qu'une esthétique bitmap c'est simplement l'esthétique des images floues, dégueulasses et pixelisées en résolution basse. Mais en fait, pas du tout. C'est même un tout petit peu plus simple que ça. Ce que j'appelle l'effet bitmap, et ce qu'une vaste majorité de graphistes appellent l'effet bitmap, c'est un effet visuel qui a pour principe d'utiliser cette matrice de points, mais qui contrairement à une simple photo, a pour but de l'exploiter, de la rendre voyante. On arrive donc à un rendu totalement dégradé, contrasté à seulement une poignée de couleurs et de nuances, avec au passage une bonne partie des données de l'image qui se font la malle. Pour parler un petit peu scientifique, on pourrait dire que c'est un effet qui calibre les pixels d'une image à une valeur d'un seul bit. Pour parler rapidement de ce qu'est un bit, c'est très long donc je vais synthétiser et on va aller vite. Sachez que pour qu'un pixel fonctionne, il doit recevoir un signal. De nos jours, chaque pixel de beaucoup d'appareils à écran vont jusqu'à 24 bits, ce qui signifie 2 puissance 24. Pourquoi ? Parce que dans un système binaire, cela signifie qu'on a 24 slots disponibles pour des 1 et des 0. Et vous voyez donc que si on remplit cette ligne de 1 et de 0 plusieurs fois en changeant l'ordre pour faire en sorte de ne jamais avoir la même ligne identique, on arrive à 16 millions, ce qui signifie que ce pixel en particulier peut afficher 16 millions de couleurs différentes. C'est énorme. Et donc un pixel qui fait du 1 bit signifie qu'il ne dispose que de deux valeurs, puisque 2 puissance 1 égale 2, ces valeurs étant 1 et 0, le noir et le blanc. Et c'est pour cette raison que cet effet, une fois appliqué, force une bichromie, c'est-à-dire seulement deux couleurs, généralement le noir et le blanc, mais comme actuellement on parle d'un effet ajouté par plugin et non pas d'ancienne technologie, ça peut également être aussi du bleu, du jaune, du mauve, etc. J'ai dit bichromie, mais pour ce cas-là, on peut également parler d'image binaire, c'est-à-dire, pareil, une image numérique de seulement deux valeurs, et si ce terme vous intéresse, je vous conseille d'aller checker la page Wikipédia dessus, qui, je pense, devrait pas trop vous poser de problèmes pour bien comprendre. Et d'ailleurs je dis deux couleurs, mais en vrai ça peut monter à 3, à 4, etc. Même si c'est important de rester sur une gamme de couleurs la plus légère possible pour rester justement dans l'esprit de l'effet. Un esprit qui d'ailleurs en réalité peut être bien modulable, puisque des styles d'effets bitmap, il peut y en avoir beaucoup, comme par exemple dans cette image, un effet en croix, un effet en bloc, ou alors un effet grain. Car certains plugins qui disposent de cet effet permettent un mode de sélection non pas juste pour un seul pixel à la fois, mais parfois également un bloc de pixels. Bloc qui permettra de représenter une valeur, une nuance avec seulement les deux couleurs présentes dans le 10 blocs, comme vous pouvez le voir ici dans cette image. Comme vous le voyez, on voit bien la délimitation entre chaque bloc et comment il se démerde pour représenter au mieux la valeur de l'image de référence avec seulement du noir et du blanc. Et d'ailleurs cette image que j'utilise comme exemple vient d'un site, legrandstudio2am.com, site d'assets et de plugins Photoshop qui présente un bon catalogue d'effets en tout genre, dont l'effet bitmap que j'avais acheté à l'époque et qui m'a fait entre autres découvrir le procédé et cette esthétique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, l'outil coûte que 15$ si vous désirez l'utiliser de manière personnelle. Perso j'aime beaucoup leur contenu donc je partage avec plaisir. Et tant qu'on en est à parler de ce site, il possède également un outil intitulé LCD Machine qui a bien sa place dans cette vidéo et qui fonctionne un peu de la même manière, à la différence que dans celui-là les nuances de ton sont moins mises en valeur pour un résultat qui rend beaucoup plus écran de Game Boy à l'ancienne, un résultat plus contrasté, plus quadrillé et c'est tout autant intéressant que le bitmap effect. Bref, je parle beaucoup depuis tout à l'heure et j'ai à peine expliqué pourquoi je trouvais ça cool. On pourrait se dire quel intérêt de dégrader une image pour qu'elle soit sans couleur et de qualité dégueulasse, vous allez me dire. Bah, y en a pas. Un peu comme tous les effets visuels, il existe, mais il n'a que pour intérêt d'exister, largement implémenté dans l'inconscient collectif et étant libre d'utilisation pour toute démarche intentionnelle et artistique. Et moi perso, je trouve ce rendu merveilleux. Je sais pas réellement si on peut parler d'une forme de nostalgie, mais je trouve le rendu visuellement très intéressant, comme si on ajoutait un filtre 8 bits par-dessus une vidéo ou une photo. Mais c'est bien beau de présenter des plugins Photoshop pour réaliser ça, reste que pour le moment, je parle surtout beaucoup d'images fixes. Du coup, je me suis demandé si c'était possible d'avoir un rendu pareil pour de la vidéo. Du coup, j'ai cherché un peu à droite à gauche et j'ai un peu expérimenté dans mon coin sur After Effects, et voilà ce que ça donne. Il semblerait qu'avec seulement les outils teinte/saturation, postérisation, seuil et surtout block load, il soit possible d'arriver à un résultat quasi similaire à l'effet bitmap, si on a assez de temps d'ajuster ça correctement. Moi franchement je vous dis, je m'attendais à encore plus galérer. Effet teinte, pour vraiment jarter toutes les valeurs, saturation, couleur, etc. Postérisation pour faire en sorte que il y ait vraiment que deux couleurs qui s'affichent. Block load qui est l'outil qui permet de mettre tout en pixels. Et seuil pour un peu régler si on veut le contraste de l'image quoi. Je jarte tous les effets. Pourquoi il y a une chèvre? Attendez, ça m'inquiète là. Pourquoi il y a une chèvre? C'était dans la musique?
il y a une chèvre. Et tant qu'on est dans le thème de la vidéo, je ne peux pas m'empêcher de vous parler du ASCII Effect, ou ASCII Effect, je sais pas trop comment on prononce, qui pourrait en quelque sorte s'apparenter sur le fond du principe, mais pas vraiment sur la forme. Le terme ASCII, ça vient de American Standard Code for Information Interchange, qui est un terme qui à première vue a l'air de rien dire, mais qui en réalité désigne code américain normalisé pour l'échange d'informations. Qui a toujours l'air d'avoir aucun rapport avec le thème de l'épisode, mais en réalité, vous savez tous ce que c'est, puisqu'il s'agit tout simplement de la norme informatique de codage de caractères la plus répandue à ce jour, comportant les chiffres arabes de 0 à 9, les 26 lettres de l'alphabet latin, en majuscules et en minuscules, ainsi que les symboles mathématiques de la ponctuation. Et donc ce qu'on appelle le ASCII art, c'est tout simplement l'art de réaliser des visuels basés sur cette liste de caractères. Donc par exemple, chaque émoticône tapé sur clavier, aussi appelé smiley japonais, en font partie, de même que Bob et son tank, ou alors le jeu Candy Box. Bref, toutes les images, tous les dessins, tous les visuels avec cet aspect sont du ASCII art. Certains n'ont peut-être jamais entendu parler de ce terme, mais sachez qu'il est très important dans la culture, puisque par exemple, et cette anecdote est folle, les premières images numériques à caractère pornographique qui sont apparues étaient en ASCII. Et là, je sais pas trop comment me sentir face au fait que je doive pixeliser un amas de caractères, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Et je tiens à préciser qu'on parle d'une époque où Internet, et même le web tel qu'on le connaît, n'existait pas. Et donc si l'ASCII art c'est l'art de ce procédé, alors qu'est-ce que le ASCII effect? Ce que j'appelle le ASCII effect, c'est l'effet vidéo de ce procédé. Un effet, un filtre qui s'applique et scinde une vidéo en matrice non pas de points, mais de caractères. D'ailleurs, sachez que pour avoir un rendu comme celui-ci, vous n'avez pas besoin de logiciel payant ou autre application. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur Google et taper Animated GIF to Animated GIF to Animated ASCII Converter et cliquez sur le premier lien qui apparaît et bim, bienvenue dans un ASCII Converter dans lequel vous pouvez importer n'importe quel GIF pour en ressortir un GIF converti en ASCII. C'est très cool à faire. Ce procédé il me rappelle beaucoup le bitmap effect car il fonctionne un peu de la même manière en vrai. Chaque parcelle de l'image est attribuée à un emplacement de caractère et chaque caractère s'adapte en fonction de sa clarté allant de celui utilisant le plus de pixels noirs, donc le arrobase, jusqu'au pixel qui en utilise le moins, donc le point. Un peu comme si chaque point d'une image matricielle était également une image matricielle miniature. J'avais dit que cet épisode serait compliqué, et si tout cet aspect visuel vous intéresse, je ne saurais que vous conseiller le site polydux.co.uk qui affiche un bon catalogue d'images du genre, en plus d'une page explicative de l'origine du sujet, ainsi que tous ses variants, comme le text mode art ou encore l'ANSI. Bref, tout plein de trucs très beaux, et encore merci à GoodKid pour m'avoir fait découvrir ce site. Oh, let's go. Dans les procédés un peu équivalents, on pourrait également citer le procédé de tramage halftone, ou demi-teinte en français, qui peut sembler similaire visuellement, lui et tous ses variants, à la grande différence que cet effet repose sur un motif et non pas la matrice de l'image. Donc cet effet il est très sympa également, mais il ne rentre pas trop dans le thème du sujet principal, mais il a le mérite de passer dans cet épisode. Bonjour, alors je reviens par ici plusieurs mois après l'écriture, car entre-temps j'ai trouvé pas mal de petites choses en rapport avec le sujet, qui je pense sont assez intéressantes pour être notifiées. Déjà, et c'est important que je le précise, une grosse majorité des visuels bitmap en vidéo que vous voyez défiler depuis le début de cet épisode ont été réalisés sur After et utilisant le plugin Pixel Encoder, un plugin absolument génial du site megacrunch.com, lui aussi très génial, qui est un peu cher, on va pas se mentir, mais qui, pour la flexibilité et l'aspect des rendus, vaut totalement son prix. Vous avez à votre disposition plusieurs styles de matrices, tous très cool, et qui peuvent chacun être indépendamment bien modulés comme on aime. Sinon, je tiens également à pointer le fait que sur le logiciel DaVinci, il est possible d'arriver à des petits rendus pas mal en utilisant l'outil JPEG Damage qui, et je le savais pas, est en réalité assez complet. On est très loin de ce qu'est le bitmap effect, mais je trouve que ce rendu reste dans le ton de l'épisode. Et pour conclure notamment rapidement sur le domaine de l'ASCII, j'ai découvert un site très cool nommé lvllvl.com, autrement dit lvllvl.com, qui vous permet de reproduire des visuels basés sur des listes de caractères de certaines machines d'époque, comme la Commodore, l'Amiga, l'Atari et plein d'autres ordinateurs d'ancienne génération. Les rendus font très plaisir et vous avez l'embarras du choix sur les outils proposés, l'aspect du rendu final et donc l'intention que vous avez dessus. Si ça vous intéresse, je vous conseille la vidéo de Brandon James Greer qui vous explique comment ça marche, en plus d'expliquer l'origine de cette esthétique. C'est génial, ça fait plaisir aux yeux, je suis conquis, OMG. Bref, revenons à la vidéo. Mais du coup, là depuis tout à l'heure je parle d'images binaires, de logiciels d'images matricielles et de pixels, et du coup il y a une question qu'on pourrait se poser, et le pixel art dans tout ça. Parce que oui, quand on voit cet effet, on peut se dire « Ah oui, c'est un effet qui transforme une image ou une vidéo en pixel art », sauf que oui, et non. Oui, car effectivement, dans le bitmap effect, tout comme dans le pixel art, on voit les pixels, c'est indéniable, mais non, car le bitmap effect est une dégradation, un filtre créé par les limitations des données de l'image. Tandis que le pixel art, tout comme son nom l'indique, est un art. Dans une œuvre en pixel art, que ce soit une image ou une animation, tous les pixels sont ajoutés à la main
Tous, sans exception. Ce que je trouve d'ailleurs fou quand on regarde la qualité de beaucoup de jeux à l'ancienne, ou même de beaucoup de jeux en pixel art qui continuent à sortir de nos jours. Bref, c'est un taf monstrueux. Alors que le bitmap effect, ça s'associe avec une image ou une vidéo de base. Et après quelques clics et un loading, l'effet est appliqué et c'est fini. Et la différence est là. Parce que ce que vous voyez actuellement, je vous dis pas le temps que ça aurait mis à faire à la main. Il y a plein d'autres thèmes et de sujets qui peuvent se rapprocher du bitmap. On aurait pu par exemple parler du principe d'aliasing, du crénelage, de seuil ou même encore de l'effet moiré, mais on aurait alors commencé à s'éloigner vraiment pas mal du sujet. Le bitmap, c'est un sujet vaste. Il y a beaucoup à dire dessus, que ce soit dans un aspect technique, technologique ou culturel, et ce même s'il s'agit clairement d'un domaine très de niche. J'aurais aimé vous présenter pas mal d'exemples de productions actuelles et variées qui utilisent cet effet, mais on va pas se mentir, j'ai beaucoup galéré à trouver quoi que ce soit, à l'exception des quelques visuels qui passent actuellement. J'ai l'impression que ce procédé il est surtout beaucoup utilisé dans le design graphique underground, comme par exemple certains artistes que j'adore comme Vlad Pixel, qui dans sa démarche artistique utilise beaucoup ce procédé et également beaucoup de pixel art au passage, ou alors les travaux de Lukáš Havlík qui sont très clairement dans le thème, deux très bons designers qu'il ne faut pas hésiter à aller suivre. Et vous avez encore beaucoup d'artistes qui utilisent cet effet que je ne pourrais pas vous présenter à l'oral, mais qui s'affichent actuellement avec leurs références, donc pourquoi pas allez jeter un coup d'œil. Et même dans l'univers de l'art traditionnel, cette esthétique a su trouver sa place, comme par exemple dans ces plusieurs tirages en résine gravés au laser, réalisés par le site et l'atelier Supermarché Noir, qui sont bien cool comme il faut. Pour résumer, l'esthétique bitmap est une des seules esthétiques qui traverse discrètement les âges. Constamment avec nous, sur tous les écrans, elle est pourtant invisible, à part entre les mains de certains artistes qui savent comment la mettre en lumière. On a souvent tendance à oublier que toutes les images que l'on consomme sur écran sont des 1 et des 0. Et cet effet nous le rappelle de la plus belle et intéressante des manières. Et rien que pour ça, c'était important de s'y pencher.